Bon. Alors, je vous souhaite, au nom de la Commission nationale française pour l'UNESCO, bien sûr, la bienvenue. Vous remercier toutes et tous d'avoir pris de votre temps précieux pour venir nous accompagner dans cette réflexion qui va se développer aujourd'hui. Je salue en particulier les représentants des États membres et les délégations permanentes qui sont associés à notre travail et qui vont être mobilisés dans les semaines qui viennent sur l'élaboration du texte qui sera soumis, j'y reviendrai, à la conférence générale de novembre 2017 qui adoptera le texte de la nouvelle recommandation. Alors évidemment, ma première pensée va à Olivier Faron, qui est au Liban aujourd'hui, qui donc ne peut pas être avec nous. Je voudrais vraiment qu'on le remercie pour son hospitalité. Et bien sûr, je salue Madame Clotilde Ferroux, qui va le représenter et en même temps nous apporter sa propre contribution de directeur de recherche du CNAM. Nous avons établi avec le CNAM, ou renforcé, car ça existait depuis longtemps, une collaboration étroite et forte qui va se développer encore, en particulier dans l'inventaire que nous allons faire en commun de nos chaires. Vous savez que la Commission nationale gère environ 35 chaires françaises UNESCO et beaucoup de ces chaires sont communes, donc on va encourager les responsables de chaires à se parler et nous envisageons peut-être l'idée de créer une chaire commune qui marquerait en quelque sorte la coopération entre cette très importante institution française en matière d'éducation et de formation qu'est le CNAM. Alors évidemment, cette journée n'aurait pas pu avoir lieu sans, je dirais, la présence, la vigilance, l'esprit d'organisation, mais aussi la subtilité de Christian Bick. Il était tout à fait naturel que lorsque la directrice générale de l'UNESCO a ouvert le processus de révision, que ce soit Christian qui en prenne la direction intellectuelle. Il était familier des questions notamment de bioéthique, mais il avait également mené les premières réflexions, conduit avec mon prédécesseur, Jean Audouze, qui est ici présent en première ligne. Petite anecdote, quand je lui ai succédé, que je suis venu dans son bureau, il avait un texte à la main qui était la recommandation de 74 et il m'a dit bah, « vous voyez ce que vous allez faire avec ça ». Voilà, bah, vous voyez, on a avancé et vous avez été d'ailleurs associé très étroitement à la rédaction de ce document sur la responsabilité des chercheurs et évidemment Christian Bick était déjà là. C'est grâce à ces deux hommes en particulier, pour ce qui concerne la France, hein, qu'on a pu convaincre les États membres que c'était peut-être opportun d'ouvrir la révision de la recommandation de 74. Ça n'était pas évident, ça a été une grande discussion et finalement la directrice générale a signé la lettre demandant aux États de procéder à cette révision. À côté de Christian Bick et de Jean Audouze, Sonia Barry, Jean-François Servel, Georges Koutoujian, Damien Aftassi et Claude Hurier nous ont accompagnés, avec d'autres bien sûr, je ne veux pas tous les citer, mais nous ont accompagnés au cours de cette année passée pour travailler, préparer, élaborer des propositions de révision de la recommandation de 74. Donc je les remercie. Je salue aussi la pleine disponibilité des deux sous-directeurs généraux d'UNESCO en charge l'une des sciences sociales et humaines, l'autre des sciences exactes et naturelles, Nada Al-Nachi et Flavia Schlegel, qui se sont engagés bien sûr d'abord sur le texte au nom de tous les États, mais qui ont été également très proches de la position française, de la réflexion française, de la procédure française. Et Angela Mello et Daphna Feinholz nous ont accompagnés dans beaucoup de nos réunions et je vous remercie beaucoup, Angela, puisque c'est vous qui allez porter la responsabilité de l'accouchement du processus, si j'ose dire, hein, et la naissance de la nouvelle recommandation. Et puis, bien sûr, tout ça n'aurait pas fonctionné sans le travail de la Commission nationale, en particulier d'Alexandre Navarro, qui est le chef de projet. Et je salue tous les jeunes chargés de mission, Léa Léhoucq, Lisa Granger, Fernande Hamilton et Alexandre Dolmatov, qui ont accompagné notre maison dans ce travail. Alors, quelques mots d'introduction. La recommandation de 1974
est dans la moulinette des États, comme je l'ai dit, depuis à peu près 2 ans, depuis 2013. Cette révision doit se réaliser selon les procédures extrêmement complexes d'une grande organisation intergouvernementale et interétatique pour tout ce que peuvent être les grands actes normatifs que l'organisation approuve. Ça peut paraître extrêmement compliqué, mais je vais y revenir, ça se justifie. Où on en est? La consultation, je dirais, de ce qu'on met entre parenthèses la société civile s'achève. Elle a eu lieu, nous avons organisé avec Christian 2 grandes réunions, nous avons écouté les chercheurs, les institutions, les universités, des personnalités tout à fait multiples, les représentants des points de vue, les représentants des chercheurs, aussi les représentants des grandes associations syndicales. Donc on a initié ce processus. Nous, de notre côté, nous avons rédigé un document qui est à votre disposition et dont on va parler aujourd'hui. Et dans les semaines, on peut dire les jours qui viennent, va s'arrêter ce processus de consultation de la société civile, parce qu'il faut bien à un moment ou à un autre l'arrêter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des points de vue à donner. Donc ce processus va céder la place à un processus beaucoup plus politique, interétatique, puisque le questionnaire qu'a établi Angela Melo pour l'UNESCO va être envoyé aux États membres, c'est-à-dire qu'on rentre dans la phase politique, la phase gouvernementale, va être donc envoyé aux États membres sous la forme du texte de la recommandation avec un certain nombre de modifications, de propositions de modifications qui sont issues en quelque sorte de cette première phase de concertation avec la société civile. Il appartiendra maintenant aux États d'apporter leur réponse à ce questionnaire pour la fin de l'année 2016. Et bien entendu, la France va le faire au travers de sa délégation permanente, appuyée bien sûr sur la Commission nationale. Et nous pourrons, je dirais, intégrer dans ce questionnaire, ce qui renvoie aux articles, en quelque sorte, de la recommandation de 74, toutes les propositions et modifications, et nous réagirons sur les propositions et les modifications qui sont déjà intégrées dans ce questionnaire. En janvier-février, le secrétariat s'attaquera à la rédaction du texte final. Il va s'appuyer sur un comité spécial composé de l'ensemble des États membres, dont le financement est encore en cours d'élaboration. Et il sortira un texte définitif qui sera celui que la directrice générale va présenter au Conseil exécutif de l'UNESCO en avril-mai 2017. Et si les choses procèdent de bonne façon, il sera transmis au Conseil exécutif d'octobre pour approbation formelle et envoyé à la conférence générale de novembre 2017. Comme il ne s'agit pas d'élaboration d'une nouvelle recommandation, etc., il entrera en vigueur immédiatement dès son approbation par la conférence générale de l'UNESCO, puisque nous sommes face simplement à une recommandation. Voilà le processus. C'est long, c'est compliqué, mais c'est justifié. C'est justifié pourquoi? Parce que je pense que cette recommandation révisée va être un texte absolument majeur du cadre normatif d'intervention de l'UNESCO dans les années qui viennent, mais aussi d'appui pour les États membres qui l'auront approuvé. Tant les questions, notamment éthiques, liées à la recherche scientifique, vont devenir importantes, prégnantes et déterminantes pour les sociétés, pour nos sociétés. Alors, quelques mots. Bien entendu, je ne vais pas traiter toutes les questions que nous avons. Christian va vous faire cette analyse de synthèse et je dirais, embrassant l'ensemble des grandes problématiques. Je voudrais juste attirer votre attention sur quelques points. D'abord, il faut se dire que la recommandation de 74, telle que vous l'avez dans les mains, est le fruit d'un miracle. Il faut imaginer ce qu'a été le contexte de l'approbation de cette recommandation en 1974. Vous étiez en pleine guerre froide. C'était la compétition en matière d'armement. L'espionnage scientifique était un problème majeur. Et donc, les
je dirais, les conditions n'étaient pas éminemment favorables à l'établissement d'un consensus des États pour approuver qu'un texte aussi compliqué que celui qui touchait à l'organisation, au fonctionnement, à la condition des chercheurs scientifiques. Bon, bien sûr, les principes qui figurent dans cette recommandation, que vous connaissez tous, n'étaient pas nés en 1974. Ils avaient été longuement mûris depuis les grands questionnements sur la responsabilité des chercheurs et en particulier la publication en 1955 du manifeste Russell-Einstein qui le premier avait posé la question, le principe de la responsabilité des chercheurs scientifiques dans le développement des progrès. Bon. Mais de là, même avec ce temps de latence et de préparation et ces innombrables colloques et prises de position des grands intellectuels sur les risques encourus par le progrès scientifique, de là à établir un consensus d'États membres autour d'un texte courageux mais dérangeant, on peut dire que c'était un tour de force. Je dis ça pas pour l'histoire, bien sûr, mais surtout parce que ça veut dire que nous ne nous sommes jamais placés, à commencer par la directrice générale et le secrétariat, dans une situation dans laquelle on aurait dit on fait table rase de la recommandation existante, on l'envoie au panier et on élabore un nouveau texte. Bien au contraire, il y a dans le processus associant toutes les instances, il a toujours été entendu que nous gardions le texte tel qu'il était, mais que nous le faisions évoluer, bien entendu, un, pour l'actualiser, deux, pour l'élargir en quelque sorte et lui donner une portée plus large, plus contemporaine, en adéquation avec les nouvelles problématiques issues de la recherche scientifique. C'est donc ce consensus pour ne pas bouleverser, mais pour faire évoluer, que c'est autour de ce consensus ont été bâtis ces amendements et cette réactualisation du système. Alors, la recommandation de 1974 reposait sur de très nombreux principes. Je vais en prendre que 3 que je voudrais soumettre à votre réflexion qui me paraissent être des principes très centraux. Le premier, c'est que quand vous prenez la recommandation de 1974, vous lisez une page entière est consacrée aux références, je dirais, internationales, universelles, dont on disposait en 1974 et explicitement citées dans le préambule, plaçant cette recommandation de 1974 dans la cohérence de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'acte constitutif de l'UNESCO. C'est-à-dire que c'était bien la question de la paix, des droits de l'homme, de la coexistence, de la cohabitation, du dialogue entre les États, de la coordination et de la coopération internationale qui était dans la tête des rédacteurs. On était trop près, en quelque sorte, et en plein dans la guerre froide. Et donc, ce ne sont pas les droits économiques et sociaux, ce ne sont pas tout ça qui ont été en tête. C'est venu après. On était bien dans une logique, je dirais, politique, et une logique, je dirais presque idéologique. C'est ça ce qui était, je dirais, dans le préambule fondant, en quelque sorte, la légitimité de la démarche de l'UNESCO. Le deuxième principe, et c'était normal, la priorité était donnée aux États et aux politiques scientifiques menées par les États. Si vous regardez le texte, vous voyez qu'il y a de très nombreux articles qui disent aux États, voilà ce que vous devez faire, vous devez sous-développer, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Et d'ailleurs, elle donne à l'État non seulement la responsabilité de la conduite des politiques scientifiques, mais en même temps la construction du statut du chercheur. Alors, vous savez que notre rédaction, c'est la condition du chercheur scientifique, la version française. Il faut se rappeler que la première version était en anglais, la première version de la recommandation de 1974, et que l'on parlait du status. Mais le statut, au sens anglais, c'est bien sûr le statut, un ensemble de protection, de mesures, d'avantages, mais c'est aussi la position du chercheur du point de vue social. Nous avons pris la condition, qui n'est pas le terme que nous prenons, nous, en français, quand on veut parler d'un statut. Nous avons des syndicats ici, on sait ce que c'est qu'un statut. C'est un ensemble de droits, de prérogatives, d'avantages, d'obligations, etc. C'est très concret. Mais on a utilisé ce terme condition.
c'est sans aucun doute l'une des terminologies qu'il va falloir un tout petit peu clarifier, et je crois qu'elle figure dans les premières propositions qui ont été rassemblées. Mais l'État était au cœur du dispositif, les États étaient au cœur du dispositif de cette recommandation de 1974, la confiance dans les États, la circonstance que les financements étaient principalement publics, que les États finançaient les universités et les grands laboratoires de recherche, etc., justifiait une forte imprégnation de culture étatique et publique. Ça, c'était le deuxième fondement. Et le troisième fondement, c'était une confiance absolue dans la capacité des chercheurs scientifiques à exercer leurs responsabilités individuelles et collectives vis-à-vis, bien sûr, d'eux-mêmes, des institutions académiques auxquelles ils appartenaient, et de la société et des citoyens. En 1974, cette confiance était largement répandue. C'est-à-dire que la recommandation de 1974 dit aux chercheurs, c'est votre rôle, c'est votre responsabilité, nous ne devons pas y toucher, nous devons respecter la liberté de la création et de la recherche, et nous vous faisons confiance. Voilà, sur ces 3 points, et j'achèverai ma petite introduction, la recommandation de 1974 me paraît devoir faire l'objet d'une réactualisation importante. Le cadre de référence, bien sûr, tout ce qui concerne la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et le préambule de l'acte constitutif de l'UNESCO sont toujours là. Mais on voit bien que le domaine de problématiques impliquant la recherche scientifique maintenant s'étend à l'ensemble des activités, je dirais, de la planète. On ne peut pas imaginer que le chercheur scientifique soit laissé de côté par rapport aux questions du développement durable, aux questions du climat, ou à l'ensemble des questions liées à la citoyenneté, etc., etc., etc. Autrement dit, la totalité de la problématique qui a fait l'objet de beaucoup de textes, déclarations, recommandations, conventions, car le dispositif normatif de l'UNESCO et de l'ONU s'est beaucoup enrichi depuis ces années. Eh bien, tout ce cadre-là, en quelque sorte, doit être relié à la recommandation. La recommandation doit être comme une sorte de résultante, tirant les conséquences, notamment sur les aspects de l'éthique, de cet énorme édifice de principes qui a été élaboré depuis un certain nombre, depuis 20 ou 30 ans, et qui doit être intégré dans les fondements même de la recommandation de 1974. Je parle notamment à la déclaration de 1999 sur la science et l'utilisation des connaissances scientifiques. On ne peut même pas imaginer qu'elle ne soit pas citée par la recommandation de 1974, et bien révisée, et bien sûr la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, qui sont évidemment 2 textes extrêmement importants, directement reliés à la recommandation de 1974 et qui pour l'instant n'y sont pas. Donc ce travail d'actualisation du préambule, la charte, les principes fondamentaux, les prolégomènes sur lesquels toute cette recommandation va être bâtie, doit être actualisée dans ces domaines, mais aussi dans ces textes et ces références textuelles. Deuxième remarque, le rôle des États et les politiques publiques en matière de recherche scientifique. À mon sens, nous devons faire paraître dans cette recommandation qu'il ne s'agit plus seulement d'une administration de la recherche scientifique par l'État, mais la question de la régulation. On ne peut pas imaginer que les États conservent la même, je dirais, autorité spontanée naturelle. Bien entendu, ça passe par les politiques scientifiques des États. Il n'est même pas question de discuter cela. Mais il y a maintenant des défis du fait de la recherche et du progrès scientifique qui arrivent dans nos sociétés, à l'égard desquels les États ne peuvent pas rester complètement indifférents. D'abord, alors, je parle notamment des défis posés aux États par les progrès en matière de biochirurgie, d'informatique, de nanotechnologie, des objets connectés, de la robotique, des imprimantes 3D, de la cybernétique, de l'intelligence artificielle. Tous ces, et d'autres. Tous ces immenses progrès qui font l'objet d'un nouvel humanisme, on parle du post-humanisme ou du transhumanisme, oui aussi. Si vous voulez, ils sont d'abord portés par des entreprises privées qui deviennent des opérateurs et des acteurs majeurs de cette recommandation de 1974. Et ils ne peuvent pas se déployer sans que les États s'efforcent quand même, non pas de diriger, car on ne peut plus diriger ça, non pas de les administrer, mais au moins de les réguler.
Et on voit au quotidien, dans les journaux, partout, que cette question de la régulation va devenir l'une des problématiques majeures des États. Donc, il est très important, face à ce transhumanisme, que les États, je dirais, se mobilisent, s'engagent, initient avec, je dirais, les opérateurs, les acteurs de la recherche scientifique, des réflexions, des médiations, des régulations qui soient fondées sur des consensus, bien entendu, mais qui vont très, 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 très au-delà de la simple administration et de la simple gestion du système de recherche scientifique. D'ailleurs, alors, je crois que nous avons Philippe Busquin qui est parmi nous, et je serais très content, parce que c'est un grand spécialiste des questions de transhumanisme, je serais très content qu'il intervienne au cours de cette journée sur ces questions très importantes de la régulation du transhumanisme. Bien. Alors, il y a enfin la conséquence logique de tout ça, c'est que intégrer les nouvelles références, redéfinir le rôle des États ou le compléter, et puis bien entendu la responsabilité individuelle et collective des chercheurs qui devient elle-même la clé de voûte, à mon avis, du nouvel édifice qui va résulter de cette révision 74. Quelles que soient les avancées sur le mandat et sur le champ d'application et le rôle des États, c'est autour du chercheur lui-même que la recommandation doit être désormais articulée. C'est ma conviction profonde. En effet, la recherche scientifique repose depuis toujours sur la confiance dans les résultats et la confiance qu'il résulte d'un effort honnête. C'est l'éthos de la science, définie par Morton, universelle, collective, désintéressée, critique. Or, de plus en plus, les inconduites scientifiques, les pratiques douteuses, notamment dans l'attribution des mérites, les devoirs d'alerte ont ébranlé ce rapport de confiance entre chercheurs et citoyens. Pour ne donner qu'un exemple, hier même, était mise en évidence par un lanceur d'alerte du comportement de la chercheuse Erin Patzken de l'université Duke de Caroline du Nord, dont 15 publications ont fait l'objet d'une rétractation en raison de la non-fiabilité des données expérimentales. Ce n'est qu'un cas particulier, mais il y en a beaucoup qui commencent à s'accumuler. Et s'effrite, je dirais au jour le jour en quelque sorte, cette confiance qui baignait dans la recommandation 74 et qui ne va plus de soi. Et la réponse dans ce domaine, c'est que, si vous voulez, la gouvernance scientifique, de la recherche scientifique, va devoir s'adapter autour du chercheur, comme d'ailleurs la gouvernance des entreprises. Elle a fait ce travail-là, a été reprise complètement, notamment par le rapport Viennot, où on a vu en quelque sorte les entreprises se donner à elles-mêmes des règles de transparence, de régulation, de déontologie, etc. Eh bien, il n'est pas exclu que du point de vue scientifique, les mêmes interrogations sur la question de la gouvernance de la profession ne doivent pas être posées. Voilà. Et je pense que ça sera l'équilibre central. Voilà. Alors, espérons que la nouvelle recommandation ne sera pas lettre morte à peine adoptée. Celle de 74 a presque disparu des radars après son adoption. Elle n'était pas un texte, je dirais, référencé, utilisé, sur lesquels on s'appuyait. La nouvelle recommandation, je l'espère, aura une durée de vie, un impact, une légitimité, sera un instrument de référence, aidera à progresser, impliquant l'UNESCO, qui doit aller plus loin maintenant dans cette régulation dont j'ai parlé. Espérons que ce sera un texte fort, important et marquant de l'effort normatif, donc, c'est-à-dire de la politique de l'UNESCO. Nous avons été avec Christian si préoccupés par cette question du futur de la recommandation qui est en cours de révision que nous avons pris en commun la décision, et nous l'avons mise en œuvre, de créer une chaire UNESCO intitulée Éthique, sciences et société, qui aura pour tâche notamment de poursuivre, d'approfondir, d'offrir un cadre de référence à la Commission nationale française pour l'UNESCO et donc à la délégation permanente et à la France à l'UNESCO sur ce suivi de la recommandation actualisée. Alors cette chaire sera portée par l'Université fédérale de Toulouse-Midi-Pyrénées. Elle sera animée par le docteur Emmanuel Rial-Sebag, qui est en principe ici, chargé de recherche à l'INSERM. Et nous en parlerons en fin de journée, puisque c'est inscrit dans nos débats.
Donc voilà un petit peu les quelques principes et quelques remarques que je voulais faire. C'est un champ immense, hein. On peut parler de beaucoup de choses dans ces conditions-là, mais voilà au moins trois préoccupations qui moi, m'ont beaucoup interpellé pendant ce travail préparatoire. Alors, je vous remercie pour votre attention et je passe à Christian Bic. Est-ce que, oui, peut-être ça serait plutôt comme vous nous accueillez, peut-être que ce soit vous qui preniez la parole. Ça me permettra de... Mesdames et messieurs les représentants des délégations permanentes, je ne vais peut-être pas toutes les citer, mais nous avons des personnes d'Afghanistan, de Bulgarie, d'Égypte, de Madagascar, Pays-Bas, République dominicaine et Togo auprès de l'UNESCO, Monsieur le Président de la Commission nationale française, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et messieurs et chers collègues, notre administrateur général, comme il vous l'a été dit, est en déplacement à l'étranger. Il est au Liban actuellement et il vous prie bien sûr de bien vouloir excuser son absence et il m'a demandé de vous transmettre ses vœux de bienvenue au Conservatoire national des arts et métiers. Je suis donc très heureuse de vous accueillir aujourd'hui et très heureuse qu'un tel colloque puisse se tenir en nos murs. Et pour notre établissement, nous sommes vraiment particulièrement honorés d'accueillir un tel colloque qui va être consacré à la science et à l'éthique. L'éthique est vraiment une problématique qui nous porte et qui anime beaucoup de débats au sein de notre établissement. Le choix du CNAM pour la tenue de cette journée n'est probablement pas guidé par le hasard, puisque ici au CNAM, depuis plus de 200 ans, des chercheurs venus du monde académique, mais également du monde professionnel, contribuent de façon positive et constructive à la science, à la culture et à l'éducation, au sens défini par l'UNESCO dans sa recommandation de 1974. S'appuyant sur un réseau de centres et de partenaires scientifiques en France, mais également à l'international, le CNAM envisage la recherche, mais également l'innovation, comme un moyen de développement économique et social propre à affermir la souveraineté nationale de la France, mais aussi bien sûr des pays dans lesquels le CNAM est implanté. Comme l'UNESCO le prône, il est inscrit dans nos valeurs fondatrices que le savoir scientifique et technologique a vocation à être rapidement mis au service du développement des États et de la liberté des peuples. En 1794, l'abbé Grégoire énonçait ce principe comme un idéal. Aujourd'hui, c'est notre vocation quotidienne qui fait sans doute notre plus grande fierté et l'âme de notre établissement. De l'installation de son premier laboratoire de mécanique dans la nef de l'église Saint-Martin-des-Champs, juste derrière cet amphithéâtre, en 1852, jusqu'à sa participation aujourd'hui à plusieurs pôles de compétitivité, à des laboratoires d'excellence, le CNAM a toujours su s'imposer comme un acteur important de la recherche académique, mais également de la recherche appliquée, de la création des savoirs et des compétences, et ainsi que de la diffusion large des découvertes scientifiques. Beaucoup d'entre vous, je le sais, connaissent parfaitement le CNAM, mais pour ceux qui le connaîtraient moins, je vais néanmoins dire quelques mots sur ce bel établissement. Le CNAM est l'un des 3 établissements d'enseignement supérieur créés par la Convention le 10 octobre 1794, sur proposition de l'abbé Grégoire, pour former les cadres d'une industrie naissante destinée à assurer l'indépendance du pays, au même titre que, dans le même temps, l'école polytechnique a été créée pour former des cadres de l'armée et l'école normale supérieure pour former les cadres de l'enseignement. En 1819 sont donnés déjà les premiers cours en mécanique, en chimie appliquée et en économie industrielle. Ce sont les 3 premières chaires créées au CNAM. Et en 1852 sont créés les premiers laboratoires de recherche. Le CNAM est un établissement en réseau dont l'objectif permanent est de réduire les inégalités dans l'accès à l'éducation et aux qualifications. Ces formations professionnelles sont en effet développées dans les régions métropolitaines au sein de 150 centres d'enseignement qui sont répartis dans 28 centres régionaux, en Outre-mer, mais également dans de nombreux centres à l'étranger. Nous accueillons un large public, actuellement environ 70 000 élèves inscrits par an, qui sont majoritairement engagés dans la vie professionnelle. C'est ce qui fait la spécificité de notre établissement. Notre établissement offre des formations tournées vers les sciences humaines et sociales, tournées vers les sciences de gestion et tournées également vers les sciences pour l'ingénieur. Donc nous couvrons un spectre très large. Nous proposons 700 programmes universitaires
qui en fait couvre à peu près 350 différentes professions à tout niveau de qualification. Ces formations sont développées en étroite collaboration avec les entreprises et les organisations professionnelles, toujours dans le but de répondre au mieux à leurs besoins et aux besoins des salariés. Depuis 2003, nous avons créé une école d'ingénieurs, l'école d'ingénieurs du CNAM, qui réunit l'ensemble des formations d'ingénieurs dispensées dans cet établissement et délivre chaque année à peu près 1000 diplômes, dont actuellement 30% sont des diplômes délivrés pour des formations en apprentissage. Comme vous le savez, le CNAM a 3 missions principales. La formation professionnelle supérieure tout au long de la vie, dont je viens de dire quelques mots, la diffusion de la culture scientifique et technique, avec la chance que nous avons d'avoir un musée magnifique, et la recherche technologique et l'innovation. Le CNAM compte à peu près 550 personnes qui sont engagées dans des activités de recherche au sein de laboratoires, y compris les personnels administratifs, parmi lesquels nous pouvons compter 350 enseignants-chercheurs. Nous accueillons à peu près 350 doctorants chaque année. Enfin, nous avons un panel de 350 doctorants. Et la recherche au CNAM est structurée autour de 22 laboratoires, qui sont des laboratoires, soit des laboratoires propres, soit des laboratoires en partenariat. Nous pouvons noter une diversité et une richesse des équipes du CNAM, qui du coup dotent l'établissement d'un spectre très large de compétences, couvrant ainsi de nombreux champs professionnels, en lien d'ailleurs avec nos formations. Cette multidisciplinarité est quelquefois difficile à mettre en œuvre, mais en même temps c'est une vraie richesse et elle favorise l'émergence de nouvelles dynamiques interdisciplinaires qui correspondent bien à l'attente de la société. Ainsi, l'histoire du CNAM et la continuité de son développement durant toutes ces années, sans cesse adaptée aux changements de notre société, toutes ces richesses et toute cette histoire et tout ce développement sont sans nul doute une illustration permanente de la relation qui existe aujourd'hui entre le chercheur scientifique, ses institutions et la société dont vous avez largement parlé. Le colloque aujourd'hui, qui réunit des membres de la Commission nationale française de l'UNESCO, des membres de la communauté nationale scientifique et internationale, des partenaires de la société civile, toutes ces éminences scientifiques mobilisées autour de ces grandes questions, promet à cette journée d'être riche en débats et l'introduction montre qu'il y a encore beaucoup de choses à débattre pour aboutir, bien entendu, à un texte actualisé, adapté au monde contemporain et à ses transformations et qui, comme vous l'avez souligné, mérite ensuite d'être vraiment mis en action et d'être porté par nos établissements. Nous sommes en train de mettre en place, au niveau de nos formations doctorales, des propositions de séminaires dans un premier temps et de cours ensuite de déontologie et d'éthique. Et je pense que justement, faire travailler les doctorants sur ce texte, ou en tout cas leur faire prendre connaissance de ce texte, sera certainement une des volontés dans les 2 ou 3 années à venir, dans le cadre de nos formations doctorales. Je vous remercie. Merci. D'accord. Alors, Madame Mello, si vous avez la gentillesse de prendre la parole, et Christian... D'accord. Okay. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs. J'aimerais d'abord remercier le président de cette séance pour sa brillante explication, je dirais plutôt une présentation et un plaidoyer sur la recommandation d'UNESCO concernant la condition de chercheurs scientifiques. Il a vraiment facilité ma tâche en ce qui concerne l'élaboration du processus d'élaboration de la recommandation révisée. Donc, il a parlé de la complexité et la longueur de ce processus, mais que c'est nécessaire. Je vous remercie infiniment pour cela. J'aimerais aussi reconnaître ici, la présence des États membres de l'UNESCO ici présents. Je ne sais pas si je vais me tromper, mais je vois le Togo, je vois l'Angola, je vois le Cameroun et je vois aussi l'Égypte. Je ne sais pas si je rate un État, mais j'aimerais dire bonjour à tous les États. Je ne sais pas s'il y a des États membres ici qui souhaiteront signaler leur présence, s'il vous plaît. Oui? Oh, parfait. Merci beaucoup, ça fait bien pour mon rapport. Je vous remercie infiniment.
Tout d'abord, à l'UNESCO, quand on vous demande de faire un discours, on doit faire formellement. Je vous promets de ne pas être... je vais être très brève, mais il faut lire le discours. Alors, tout d'abord, je souhaite exprimer notre gratitude au gouvernement français, à la Commission nationale française, pour cette remarquable initiative et aux représentants de la communauté scientifique en particulier. Son Excellence Laurent Stéphanie, ambassadeur délégué permanent de la France auprès de l'UNESCO, je ne sais pas s'il est présent. Oui, il vient ce soir. Ah, parfait. Les États membres ici présents. Monsieur le Président Christian Bic, président du comité éthique des sciences de la Commission nationale française pour l'UNESCO et membre du comité intergouvernemental de la bioéthique, donc un des organes consultatifs de l'UNESCO dans le domaine de la bioéthique. Monsieur le Président Daniel Janicot, président de la Commission nationale française pour l'UNESCO. Madame la professeure Clotilde Ferroux, voilà, directrice de la recherche de la Conservatoire national des arts et métiers. Monsieur le Président Pierre Léna, du laboratoire d'études spatiales et d'instrumentalisation astrophysique de l'Observatoire de Paris. Chères mesdames, messieurs, mes collègues ici présents, je connais aussi Enrico, du secteur de sciences sociales humaines, un membre du comité international de la bioéthique, Eva, elle est là présente. Vous pouvez juste dire, voilà, elle a travaillé dans beaucoup de recherches, de travaux, de publications de l'UNESCO. Et aussi notre ancienne collègue Sonia, voilà, elle est là. Je suis ravie de participer à cette conférence et de représenter la sous-directrice générale en sciences sociales et humaines de l'UNESCO, Madame Nada Al-Nashif. L'UNESCO reconnaît l'importance d'un dialogue entre les sciences et la société. Sans un véritable dialogue, les risques sont importants. Risques pour la vie, pour l'environnement, risques pour la dignité humaine, l'exclusion et la dépossession, ainsi que des attentes à la vie privée. Par sa résolution 38C/45, la Conférence générale de l'UNESCO a prié la directrice générale de continuer par divers moyens d'un bon rapport coût-efficacité à préparer la révision de la recommandation concernant la condition des chercheurs scientifiques de 1974 en consultant les États membres et toutes les parties prenantes. À l'issue des consultations inclusives initiales menées en 2014 et 2015, une équipe intersectorielle constituée au sein du secrétariat a élaboré des propositions d'amendement à la recommandation. Je suis heureuse de vous annoncer que ces propositions d'amendement seront bientôt transmises par la directrice générale aux États membres. Je ne sais pas, d'ici demain, ça sera transmis aux États membres. Elles apparaîtront sur le site web de l'UNESCO sur la page dédiée à la révision de la Constitution. Ces propositions ont pour objectif de susciter des suggestions concrètes d'amendements de la part des États membres avant le 31 décembre de 2016. Pour commencer, à partir des divers commentaires reçus, nous avons identifié 5 principaux domaines qui doivent faire l'objet d'une attention particulière dans le cadre de la consultation. L'exploitation des données par les sciences, partage et protection des données, mégadonnées, sciences sociales. Accès ouvert, sciences ouvertes, constitution d'une communauté de savoir, partage des bienfaits, transparence, échange d'un pays à l'autre. L'éthique, la recherche, déontologie des chercheurs et la concertation avec la société, contrôle, réglementation, sensibilisation, gestion du risque, etc. Les femmes dans la recherche et plus généralement les thèmes de la non-discrimination et de la diversité. Les spécificités du secteur privé qui peuvent faire obstacle à l'application du cadre des libertés et des responsabilités de la recommandation. Précarité des carrières, contrats de courte durée, restrictions contractuelles ou d'autres, etc. Bien entendu, le texte de la recommandation en vigueur contient d'autres sujets d'une importance égale, comme par exemple le rôle de chercheurs ou de groupes d'experts dans l'élaboration des politiques publiques scientifiques et la formation sur l'éthique, etc.
L'UNESCO défend l'idée de la science et la technologie peuvent et doivent soutenir les efforts déployés par l'ensemble des États pour contribuer au développement durable et améliorer la qualité de vie de nos peuples. Nous y parviendrons uniquement en encourageant les acteurs concernés. L'UNESCO soutient pleinement cette conférence qui démontre l'engagement de la Commission nationale française pour l'UNESCO à promouvoir et à diffuser la question de la révision de cette recommandation. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et Messieurs, l'avantage de m'entendre maintenant, c'est que vous ne m'entendrez qu'une seule fois, puisque je préside aussi la première session. Monsieur le Président, cher Daniel, Madame la directrice de la recherche au CNAM, Madame la directrice de la division de l'éthique, de la jeunesse et des sports à l'UNESCO, Mesdames et Messieurs, ce nouveau millénaire consacre la science et la technique non plus à travers l'essor d'une société industrielle dont les hommes bénéficieraient des retombées technologiques, mais comme un outil essentiel de la fondation de la société technoscientifique. Outil qui est directement susceptible d'influer sur l'identité, le comportement, la santé et les capacités de chaque individu à construire une société globale en permanente évolution et à y trouver sa place. La recherche est ainsi devenue une des conditions mêmes de la nature de nos sociétés et de nos modes de vie. Mais ce faisant, la recherche en sciences voit ses finalités sans cesse élargies. De l'acquisition des connaissances au développement industriel, elle se voue aujourd'hui aussi à l'essor de la société de consommation et de l'hédonisme individuel, sans oublier son apport au contrôle social qu'elle permet d'exercer sur chacun. Sera-t-elle demain le chemin qui nous conduira au transhumanisme? Dès lors, il est d'évidence que la recommandation adoptée au moment de la guerre froide en 1974 par l'UNESCO sur la condition des chercheurs scientifiques doit être revue à l'aune de ce constat, parce que tant la condition du chercheur que sa responsabilité sociale ont acquis depuis une autre dimension. D'une part, l'activité du chercheur s'y développe dans une logique qui oppose de moins en moins recherche fondamentale et recherche appliquée. Elle s'inscrit aussi dans une pratique de compétition, voire de concurrence, qui soumet le statut du chercheur à de multiples pressions, économiques et financières, médiatiques, avec la course aux publications et l'idée de reconnaissance publique, voire de contraintes juridiques et réglementaires. D'autre part, et en miroir à la demande du chercheur de trouver dans la société des facteurs d'équilibre lui permettant de se dédier pleinement à ses projets, nos sociétés attendent du chercheur et de ses institutions qu'ils intègrent la part de responsabilité sociale correspondant au poids croissant de la science et de la technologie dans les transformations radicales qui affectent nos sociétés. À cet égard, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit plus seulement de parler d'éthique professionnelle, même rénovée, mais d'une éthique sociale, universelle, dans laquelle chercheurs et citoyens doivent entreprendre une démarche croisée, d'où l'importance d'associer les sciences sociales et humaines à cette reconfiguration du paysage. À un autre niveau, les États, parce qu'ils sont des acteurs reconnus de l'espace public national et international, doivent prendre leurs responsabilités lorsque l'UNESCO, auquel ils adhèrent quasi unanimement, les appelle à une réflexion commune sur cette question. À cet égard, la France, et plus particulièrement sa Commission nationale pour l'UNESCO, sont conscientes des raisons qui justifient une adhésion pleine et entière à cette démarche. Cette adhésion, nous la devons bien entendu à la place qui est celle de notre communauté scientifique et académique et à son engagement à développer une recherche suivant ses règles propres, mais aussi ouverte aux préoccupations de la société. Nous devons aussi cette prise de conscience à ce qu'est notre pays, sur la scène internationale, d'un point de vue politique et diplomatique, économique, social, voire militaire. Cela crée des responsabilités
car si des avancées scientifiques naissent un questionnement social, il appartient à l'État, garant du respect du contrat social et des engagements internationaux, de traduire en termes politiques les nouveaux équilibres qui permettent à nos sociétés de vivre dans le respect des droits de l'homme, de la paix et de l'environnement, au rythme de transformation sociale aujourd'hui accélérée. Bien entendu, si cette ambition de vivre avec son temps est grande et nécessaire, les moyens d'y accéder doivent être empreints de réalisme et de pragmatisme. Pour prendre une phrase célèbre, le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Aussi, la Commission française pour l'UNESCO est d'avis que si la recommandation de 1974 doit être substantiellement révisée, elle ne doit pas pour autant être totalement réécrite. Pour des raisons de principe tout d'abord, car il n'y a pas lieu de réécrire des dispositions qui constituent aujourd'hui comme une sorte de coutume internationale pour la liberté de la recherche et le respect de la condition des chercheurs. En effet, comme le rapport du groupe d'experts ad hoc le souligne, il semblerait inacceptable que des mesures prises pour réviser ou mettre à jour la recommandation de 1974 aient pour effet de remettre en cause ou de limiter la validité ou l'applicabilité du texte existant. S'ajoutent à cela des considérations pratiques tenant à la nécessité d'une mise à jour aussi rapide que possible du texte au regard des évolutions substantielles intervenues depuis 1974 et dont tant la Commission mondiale de l'éthique de la science et des technologies que le groupe ad hoc d'experts ont établi la liste. En tout état de cause, ce travail de révision doit s'inscrire dans la continuité de la politique menée par l'UNESCO depuis plus de 20 ans déjà pour donner à la science et à la recherche, tant vis-à-vis des chercheurs que des citoyens, un cadre de réflexion et de normes universellement reconnus. C'est donc dans la continuité des travaux de ce groupe ad hoc, auquel notre président d'honneur, Jean Audouze, a participé, que la Commission française a élaboré, au sein d'un groupe de travail que j'ai présidé, les propositions qui vont vous être présentées par les membres de ce groupe, que je remercie vivement pour leur généreuse implication. Ces propositions reflètent des choix, des priorités, qui volontairement ne visent pas à répondre à tous les aspects qu'implique la révision de la recommandation. Mais elles mettent en exergue les deux visages de la place acquise par le chercheur, celui de sa condition sociale, voire de son statut, c'est-à-dire de ses droits, et celui de sa responsabilité à l'égard des citoyens, de la société et de la communauté universelle. Au premier visage correspond la condition du chercheur à travers une série de questions clés. Son indépendance de pensée et d'action à l'égard de toute forme indue d'influence, la formation aux humanités, la diffusion des résultats de la recherche, mais aussi l'affirmation de la nécessité d'une action positive en faveur d'un égal accès à la culture scientifique et à la pratique de la recherche à tout individu, selon ses capacités, quel qu'en soit le genre, l'appartenance géographique, sociale ou culturelle. Le second visage est celui de la dimension sociétale et insiste sur la responsabilité sociale du chercheur à travers l'idée d'un serment universel, tout en incitant à une recherche participative, ouverte aux citoyens, pour élaborer des projets de recherche, mais aussi pour alerter sur les risques posés par certaines recherches. Enfin, s'adressant à l'un et l'autre, vient la nécessité de renforcer, par rapport au texte initial de 1974, la coopération internationale, notamment par la mise en place d'un observatoire mondial chargé d'assister les acteurs de la recherche dans la mise en œuvre et le suivi de la recommandation révisée. C'est parce que nous souhaitons faire de cette recommandation un instrument vivant et évolutif au service de la science, des chercheurs et de l'humanité que nous vous avons conviés, membres de la communauté scientifique, experts de l'UNESCO, délégation permanente et représentants de la francophonie, à cette journée d'échange et de dialogue. Nos débats et les commentaires, critiques et suggestions qui seront faits aujourd'hui contribueront sans aucun doute à donner à nos propositions plus de vigueur, de cohérence, de pertinence. Je crois en la dynamique des contradictions et me réjouis qu'en ce moment où notre monde vit un paroxysme de terreur et d'affrontements belliqueux, l'UNESCO nous donne l'opportunité d'une dialectique
de raison, de compromis et de justice. Je vous remercie.